Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo. J'espère qu'elle ne va pas être trop longue parce qu'il y a quand même pas mal de choses que je voudrais vous expliquer. Vous le voyez, actuellement vous avez dans les médias des experts, des économistes qui sont en train de vous expliquer que ce qu'est en train de faire Donald Trump, c'est n'importe quoi, que sa politique d'augmentation des frais douaniers sur les produits importés vers les États-Unis, c'est en train de flinguer, ça va créer de l'inflation, les Américains vont payer plus cher, donc c'est ridicule. Les marchés, depuis une semaine, en effet, eux, commencent à avoir un impact. L'impact, pourquoi ? Tout simplement parce que vous avez certaines valeurs qui ont chuté. Pourquoi est-ce qu'elles ont chuté ? Tout simplement parce que ce soit le Nasdaq, que ce soit le CAC 40 en France, le Nikkei pour le Japon, la Grande-Bretagne, je ne sais plus quelle est la valeur. Nasdaq, Dow Jones aussi pour les États-Unis. Je vais vous donner un exemple. Apple, vous connaissez, ça vend des téléphones, des tablettes, des Apple Watch, etc. dans le monde. Mais les produits sont fabriqués où ? Ils ne sont quasiment pas fabriqués aux États-Unis. Ils sont fabriqués en Chine. La plupart des produits Apple sont fabriqués d'ailleurs par la société Foxconn. On va prendre l'exemple de l'iPhone 14. L'iPhone 14, il est vendu ici aux États-Unis 1200 €. En France, peut-être qu'il est vendu un peu plus cher, 1300, 1400 €. Ce qui est déjà cher pour un téléphone. Mais vous allez comprendre que, en réalité, le prix du téléphone, c'est quasiment que de la marge. C'est-à-dire que c'est ce qui permet à Apple de gagner de l'argent, puisque le produit fini, c'est-à-dire à la fois à partir du moment où il est fabriqué et ensuite transporté, tous les frais de développement, de packaging, etc. Il y en a en tout pour un iPhone, $100. Donc déjà, le coût d'un iPhone pour Apple, c'est $100. Et ils le vendent $1000. Donc vous voyez la marge. En sachant que la fabrication aujourd'hui de l'iPhone 14, de par la masse de production de ce produit qui se produit en, on va dire en millions, en dizaines de millions d'exemplaires, à partir du moment où vous en fabriquez énormément, le coût de production, le coût de fabrication de l'iPhone, évidemment, baisse. Aujourd'hui, un iPhone 14, à la sortie de l'usine de Foxconn en Chine, son coût est de $10. Donc c'est-à-dire qu'Apple fait comme un grand nombre d'entreprises aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle a été chercher la fabrication au plus bas coût pour pouvoir y appliquer des marges et donc développer du chiffre d'affaires, développer du bénéfice et, qui plus est, lorsque vous êtes une entreprise cotée en bourse, en fin d'exercice, satisfaire les dividendes pour vos actionnaires. Sauf que ce modèle, il y a un moment donné, parce qu'il faut une évolution du chiffre d'affaires, mais d'année en année, il y a un moment donné où vous arrivez au maximum, au pic. Alors, à moins de développer des nouveaux produits, à moins de développer des nouvelles stratégies, à moins de développer des services, etc., il y a un moment donné où vous ne pouvez pas développer indéfiniment votre chiffre d'affaires. Vous êtes obligé d'investir. Or, si vous investissez, dans ce cas-là, ça veut dire que vous réduisez la capacité de votre développement du chiffre d'affaires. D'où la raison pour laquelle les iPhones, plus on avance, aujourd'hui on est à l'iPhone 15, je crois,
l'innovation, elle est inexistante. Parce qu'en réalité, j'ai envie de dire Apple, qu'est-ce qu'ils ont innové depuis ces 30 dernières années? Rien. Ils n'ont fait que prendre des modèles, les adapter à des nouveaux outils. L'Apple Watch, c'est tout simplement la miniaturisation d'un iPhone. Les tablettes, pareil. Tu peux changer les tablettes, tu apportes une qualité d'image, une résolution, etc. Sauf qu'il y a un moment donné où tu produis toujours le même produit, il n'y a pas d'innovation. Mais le problème, c'est que il faut continuer à développer ton chiffre d'affaires. Donc tu produis un nouveau produit chaque année, mais qui n'est qu'un produit de base amélioré, avec des nouveaux composants, avec une meilleure technique, une meilleure technologie, etc. Mais il n'y a pas de nouveauté. Donc aujourd'hui, Apple gagne son pognon en faisant fabriquer évidemment à l'étranger, à moindre coût. Sauf que le problème, c'est que, là on parle de technologie, les Chinois, depuis maintenant 15 ans, ils ne se contentent plus de fabriquer pour les autres, mais ils fabriquent aussi pour eux. Donc, Apple se retrouve dans un marché concurrentiel. Donc, ce marché concurrentiel, d'un côté, a la répercussion de voir des produits de plus en plus chers, mais d'essayer de trouver toujours plus d'endroits où on peut faire fabriquer à moindre coût. Sauf que là, ça fait depuis quelques années, on est arrivé à saturation. Sauf que le problème de la délocalisation, le problème de la désindustrialisation, vous l'avez également en France, c'est que il y a moins de boulot. Il y a des secteurs où la productivité est de plus en plus réduite, puisqu'il y a de moins en moins d'outils de fabrication, d'outils de transformation, d'outils d'exploitation. Et qu'au final, nous ne vivons qu'un système de consommation par procuration, c'est-à-dire que le système de consommation dépend de ce que l'on exporte ou de ce qu'on importe. Mais ce qu'on exporte, c'est quoi? En France, vous exportez quoi? Du luxe? Alors on va dire oui, mais le luxe, ça fait travailler beaucoup de gens. Oui, sauf que le problème, c'est que le luxe, c'est pas des produits de grande consommation. Tout ce qui est produit de grande consommation aujourd'hui, quasiment est tout sous label, sous franchise. Quand vous achetez du Coca-Cola en France, le Coca-Cola est fabriqué en France, ou en Espagne, ou dans un pays européen. Donc les frais douaniers sont beaucoup moindres à partir du moment où ça reste dans la zone euro. Mais en revanche, ce sont des licences. Quand vous allez dans un McDonald's, vous n'achetez pas des produits américains qui ne sont pas fabriqués aux États-Unis. Tout est fabriqué sur place. Ce sont des productions locales. Par quoi? Parce que ce sont des franchisés. Donc quand je dis on a des modèles par procuration, c'est-à-dire que vous avez des modèles économiques qui fonctionnent essentiellement sur des principes de franchise. Aux États-Unis, c'est pareil. McDonald's, quand vous entrez dans un McDonald's, le McDonald's n'appartient pas à la société McDonald's, il appartient à un franchisé. Par contre, le franchisé, pour utiliser l'image McDonald's, il est obligé d'acheter des produits chez des revendeurs ou des vendeurs officiels de la franchise, du label. Sauf que ça aussi, il y a un moment donné où ça pose problème. Pourquoi? Parce que les modèles de production aux États-Unis ne suffisent pas. Donc il faut trouver à l'extérieur d'autres producteurs. Et c'est pour ça que McDonald's aujourd'hui, beaucoup de McDonald's, par exemple au Texas, au Nouveau-Mexique, en Californie, se fournissent chez des fournisseurs mexicains. Alors, là je viens de vous donner des tas d'exemples de comment ça fonctionne. Sauf que ce mode de fonctionnement, pareil, il y a un moment donné où vous atteignez le plafond du modèle. Et ce que Donald Trump fait, il dit, moi maintenant, toutes les entreprises qui font du chiffre d'affaires, qui font du pognon, mais en exportant rien ou par intermédiaire, c'est-à-dire par de l'importation, puisque, par exemple, je vous ai pris l'exemple de Apple. Apple, il fait fabriquer ses iPhones en Chine,
la Chine exporte les produits aux États-Unis, et des États-Unis, on exporte vers l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a très peu, finalement, de modèles Apple qui transitent directement de la Chine vers le marché européen. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça permet aux États-Unis, déjà, de collecter de la taxe. En revanche, Apple ne paye pas d'impôts. Pourquoi ? Parce que le siège d'Apple, si ma mémoire est bonne, le siège de la société Apple se trouve en Irlande. Ou au moins que ça soit Amazon. Je ne sais plus quelle grosse société, parce qu'en Irlande, il y a des facilités, on va dire, fiscales. Sauf que le problème, c'est qu'évidemment, c'est de la perte fiscale pour l'État américain. Exactement comme en France, quand vous avez des entreprises qui vendent des produits en France sur lesquels, évidemment, il y a de la TVA, mais lorsqu'elles font du chiffre d'affaires, elles échappent à la fiscalité française. Pourquoi ? Parce que leur siège se trouve à l'étranger. Et c'est encore plus vrai quand des fois ce sont des compagnies ou des sociétés françaises. Des sociétés françaises qui devraient payer des impôts en France, mais qui n'en payent pas. Pourquoi ? Parce qu'elles ont délocalisé leur siège social dans un pays étranger. En l'occurrence, l'Irlande. Eh bien, c'est ces modèles-là que Donald Trump a décidé de bousculer. C'est-à-dire que désormais, toutes les entreprises américaines qui importent leurs produits pour les vendre sur le territoire américain, vont devoir payer des taxes douanières. Alors, c'est pour faire revenir, en effet, pour réindustrialiser les États-Unis. Sauf que le problème, c'est que c'est un peu risqué. Je vous l'ai déjà expliqué. Pourquoi ? Parce que ça ne s'invente pas comme ça. On ne peut pas, en quelques mois, faire revenir des entreprises sur le territoire américain. Et puis, ça pose un problème aussi sur les savoir-faire, les compétences, les connaissances. Donc, il va y avoir un moment donné où les entreprises, même si elles réinstallent et réindustrialisent les États-Unis, il y a un moment où elles vont aller chercher les compétences ailleurs. Donc du coup, c'est pas aux États-Unis, c'est pas les Américains qui vont bénéficier de la création d'emplois, puisqu'ils n'ont plus les qualifications, parce qu'ils n'ont plus les savoir-faire. Donc si vous voulez, il y a un calcul à un moment donné qui est un peu risqué. Mais, et surtout parce que Donald Trump a décidé tout simplement de flinguer le modèle économique mondialisé. En mondialisant, on a déplacé des outils de productivité et donc de la fiscalité. Et c'est ce que, aujourd'hui, Donald Trump veut faire revenir aux États-Unis, c'est-à-dire des entreprises qui vont fabriquer, qui vont produire, qui vont transformer et vendre sur le territoire américain, avec derrière de la fiscalité. Alors de la fiscalité qui sera arrangée, puisque toutes les entreprises qui décideront de relocaliser leur production aux États-Unis auront un bénéfice pendant un certain temps de certaines réductions fiscales sur leurs activités. Sauf que le problème, c'est évidemment en Europe et en France, les discours que vous êtes en train d'entendre, c'est tout simplement parce que les mondialistes, ils se sont dit, attends, là Trump il est en train de nous flinguer notre modèle. C'est-à-dire qu'il va y avoir des entreprises à un moment donné qui vont se dire, est-ce qu'on n'a pas plus d'intérêt aujourd'hui à revenir sur le marché européen ? Le problème, c'est qu'en France, par exemple, le problème de la France, c'est que le coût de l'emploi, déjà, est exorbitant pour beaucoup d'entreprises. Donc, j'ai envie de dire, est-ce que finalement Donald Trump, par ses orientations, par ses choix, en effet, fait peur à l'Europe ? Mais finalement, est-ce que c'est pas pour la flinguer, cette fameuse Europe ? Parce que là, on le voit bien, Van der Leyen, tout d'un coup, a retourné sa veste. Elle dit, oui, on va négocier. Il faut qu'on négocie. Il faut qu'on négocie. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas s'en sortir sans les Américains. On a besoin des Américains pour exporter un certain nombre de produits. Et puis, on a besoin des Américains pour aussi vendre nos propres produits, les faire fabriquer. Donc, les composants électroniques, par exemple,
vous avez des entreprises américaines qui continuent à fabriquer des produits électroniques qui, des fois, servent l'industrie française. Ah oui, non mais, vous voyez, c'est ces problèmes d'interdépendance qui sont aujourd'hui stratégiques, qui sont très intéressants, parce qu'ils se révèlent à nous. C'est-à-dire que, fut un temps, on a fait des choix pour faire des économies, pour baisser les coûts, pour faire de la marge, faire des bénéfices, sauf que ça tient qu'un temps. Il y a un moment donné où vous ne pouvez pas tirer plus que ce que vous tirez déjà. Or, vous savez que si vous êtes un investisseur, en tant qu'investisseur, vous investissez là où ça vous rapporte de l'argent. Si à un moment donné, ça ne vous rapporte pas plus que ce que vous touchez d'ordinaire, il y a un moment donné où vous allez retirer vos billes et puis vous allez chercher d'autres investissements. Et c'est ça qui est en train de se poser aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des retraits, il y a des reculs, il y a des ventes d'actions de certaines entreprises parce que les investisseurs, ils se disent tout compte fait, peut-être qu'aujourd'hui, les actions Apple, elles n'arriveront pas à des niveaux qu'elles étaient à une certaine époque, parce que justement, ça fait depuis des années qu'Apple n'innove pas, et deux, aujourd'hui, Apple n'a pas d'autre choix que de répercuter les coûts des frais douaniers de leurs produits sur les produits à la vente. Alors déjà que ce n'est pas donné, il y a un schmilblick. Donc si vous voulez, oui, clairement, Donald Trump essaie de flinguer le modèle mondialiste qui a fait souffrir pas mal de systèmes sociaux, économiques de certains pays, parce que les grandes entreprises, les grands empires financiers ont délocalisé à tout va, si bien qu'aujourd'hui, vous avez alors déjà un problème d'emploi, parce que force est de constater que, comme le disait Monsieur Laurent Alexandre, c'est qu'à force d'avoir délocalisé des productions, des outils de production, donc ça veut dire des emplois, il y a un moment donné où ça coince. Donc comme ça coince, c'est quoi la suite ? La suite, c'est la soumission des peuples. La suite, c'est l'automatisation, la robotisation, justement, pour permettre à ces grandes entreprises de gagner encore plus. Et en productivité, puisque si vous arrivez à dématérialiser et automatiser, vous n'êtes plus emmerdé par le droit du travail. Vous avez une main-d'œuvre automatisée qui peut fonctionner 24 heures sur 24. Qui n'ont pas besoin d'aller aux chiottes, qui n'ont pas besoin de bouffer, qui n'ont pas besoin de vacances, qui n'ont pas besoin de jours de repos, qui n'ont pas besoin de pause. Et qui ne perdent pas leur temps toutes les 5 minutes à regarder leur téléphone. Ouais. Parce que c'est ça aussi, il y a un lien de cause à effet, c'est que quand on arrive à ne plus trouver de la compétence, du sérieux, de la maturité dans certains secteurs d'activité, il y a un moment donné où vous dites, moi je vais remplacer ces gens-là par des robots, s'ils ne sont pas assez productifs. Donc si vous voulez, il y a un cumul de choses, il y a un cumul de données qui, c'est pour ça, m'autorise à dire, est-ce que finalement nous ne sommes pas en train de voir le premier chapitre du fameux grand reset, le fameux grand reset de M. Schwab d'ailleurs, qui cède sa place, a démissionné donc du poste de président du World Economic Forum, que nous connaissons en France sous le nom de Forum de Davos, où je rappelle, j'avais fait deux vidéos d'ailleurs sur son livre, où il expliquait que d'ici l'horizon 2035, il y avait un rapport de l'OCDE qui établissait qu'on allait vers un certain pourcentage de disparition de certains métiers dans certains secteurs économiques, et que du coup, oui, mais il y a un moment donné où s'il n'y a plus suffisamment d'emplois pour une population, on va faire comment avec ceux qui ne sont pas, qui n'ont
pas de qualification, etc. Je rappelle aussi, pareil, aujourd'hui, comme en France, vous avez beaucoup d'étudiants aux États-Unis qui sortent avec des diplômes, mais qui ne trouvent pas le boulot correspondant aux études qu'ils ont fait. Surtout, s'ils ont pris un emprunt étudiant, ils sont obligés de rembourser tout de suite dès l'obtention du diplôme. Donc, en général, ils sont obligés d'aller bosser dans des endroits qui n'ont plus rien à voir avec leurs études. Hein, je vous ai raconté cette histoire de ce serveur que j'avais vu dans un restaurant. Le mec, il a fait des études d'architecture. Mais il est déjà endetté en sortant avec le diplôme, donc il ne peut pas reprendre encore plus de crédit pour créer peut-être son propre cabinet. Et puis bon, la concurrence, quoi. Donc si vous voulez, oui, on est arrivé au bout du bout. Et aux États-Unis, comme ce qui est en train de se passer en France, il y a un moment donné où on ne produit plus rien. On devient dépendant. Et surtout les États-Unis avec la Chine. La Chine veut aujourd'hui devenir un véritable empire financier, commercial, et devenir la première puissance économique mondiale. Pensez bien que les Américains, ils disent « Oh, ils sont en train de faire quoi là ?» Oui, pendant un temps, on était content de les trouver pour fabriquer des trucs pas chers. Mais le problème, c'est que maintenant, ils fabriquent aussi leurs trucs à eux qui mettent en concurrence avec les produits qu'on fait fabriquer chez eux pas chers. Mais qui, eux, peuvent le fabriquer, l'exporter et le vendre moins cher. Oui, c'est une logique économique concurrentielle. Donc c'est pour ça que là, Donald Trump, lui, il fout des taxes douanières pour limiter la casse des produits qui sont importés aux États-Unis, qu'à la limite, on pourrait très bien fabriquer, qu'on pourrait trouver, qu'on pourrait vendre. Faire du Made in America. Alors évidemment, c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça demande des investissements, ça demande de réindustrialiser, comme je vous l'ai dit. Or, la réindustrialisation, c'est compliqué, ça ne se fait pas en quelques mois. Ça peut mettre 1 an, 2 ans, 3 ans, voire même 10 ans. Mais c'est ça, son plan. C'est casser le modèle mondialiste pour empêcher un effondrement finalement économique. Parce qu'il y a un moment donné où vous allez avoir 2/3 de la population qui ne pourra plus consommer les produits qu'on met sur le marché et qu'on sera obligé d'aller chercher encore plus loin les produits fabriqués le moins cher pour les vendre le moins cher aux États-Unis. Je veux dire, aujourd'hui, quand vous allez dans des Dollartree, par exemple, ou des Dollars Général, qui sont ces magasins où on vend des produits à $1, etc., il n'y a rien qui est fabriqué aux États-Unis. Hein. Tout est importé de Chine, du Bangladesh, de Thaïlande, de Malaisie, des Philippines, etc. Donc il y a un moment donné où, même ces modèles économiques aujourd'hui du discount, il y a un moment donné où ça va coincer parce qu'ils n'auront plus suffisamment de clientèle pour vendre tous les produits qui sont en train d'inonder à droite à gauche. Parce que, attention, ce genre de magasin, mais vous en avez partout, quoi. Il y a même des fois où vous les avez les uns à côté des autres. Là où on a pu voir un impact, en effet, c'est par exemple chez Lidl. Là, Lidl, on sent qu'il y a des produits qu'on ne trouve plus chez Lidl qu'on trouvait avant parce que c'était des produits qui étaient importés d'Allemagne. Mais importés d'Allemagne ou importés d'Europe. Mais dont certains produits, en réalité... alors, certains étaient fabriqués en Europe, mais d'autres étaient fabriqués en Chine. Donc vous imaginez, ça passe de Chine, enfin de pays asiatiques. Donc pays asiatiques, Europe et États-Unis. Au final, les intermédiaires, oui, évidemment que les intermédiaires, il y a un moment donné où ça commence à coûter cher. Je veux dire, vous avez l'exemple, vous allez dans un supermarché, vous achetez une orange, vous allez voir un farmer market ou vous achetez directement au producteur,
vous allez voir la différence. Parce que vous achetez directement au producteur, donc il n'y a pas d'intermédiaire. Alors que quand vous l'achetez au supermarché, forcément, dans le prix, vous payez tous les intermédiaires, plus la marge du réseau de grande distribution. Alors évidemment, le réseau de grande distribution, c'est la facilité, parce qu'il y a des tonnes et des tonnes de références. Donc c'est les temples de la consommation. Mais pour des gens qui ont envie peut-être d'acheter moins cher, en cherchant bien, ils trouvent. Sauf qu'évidemment, l'urbain, il faut tout lui apporter dans la main. L'urbain, il ne veut pas aller à droite à gauche pour aller chercher ses produits. Il veut tout au même endroit. Ouais, sauf que le tout au même endroit, tu payes plus cher finalement. Alors il y aura toujours des enseignes pour faire du discount, pour offrir des plans un petit peu moins chers que dans les réseaux de grande distribution. Mais il y a un moment donné où même ça, ces modèles-là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que justement les décisions de Donald Trump, toutes les entreprises, toutes les boîtes, toutes les grandes sociétés financières, etc., il va falloir qu'elles réajustent leurs modèles économiques. Alors vous savez très bien que réajuster un modèle économique, au final c'est vous qui payez. Donc évidemment que quand il y en a certains qui vous disent qu'aux États-Unis les produits deviennent plus chers, la vie devient plus chère, oui, parce que pour l'instant les entreprises, elles répercutent les coûts des frais de douane sur les produits. En sachant que pour l'instant, on n'a pas la réalité parce que les frais de douane sont appliqués depuis lundi. Aujourd'hui, on est mercredi. Ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. Donc, faites très attention à tous les scénarios alarmistes que sont en train de chanter la plupart des gens actuellement sur les télés, sur les réseaux sociaux, etc. Parce que, en réalité, c'est pour l'instant, on ne peut pas juger des impacts réels des décisions de Donald Trump. Il va peut-être y avoir à un moment donné un réajustement des marchés, un changement de politique des entreprises qui vont faire qu'on va revenir à des niveaux beaucoup plus acceptables. Mais en effet, c'est un risque. Ça peut très bien se passer comme ça peut très bien mal se passer. C'est-à-dire qu'en effet, les systèmes et les empires financiers font de l'influence actuellement sur les régimes politiques pour, à un moment donné, pousser les politiques à peut-être essayer de contrecarrer la politique de Donald Trump. Sauf que le problème, c'est que comme il y a cette interdépendance à l'échelle à la fois européenne pour tous les pays de l'Union européenne, oui, forcément, il va y avoir des impacts. Donc, affaire à suivre. Est-ce qu'on va vers un assouplissement, vers un réajustement des marchés et donc des systèmes économiques internationaux, ou est-ce qu'on va droit dans le mur, dans un krach financier où, évidemment, tout le monde va être forcément impacté? Ça, pour l'instant, c'est très prématuré de le dire. On peut en effet établir des scénarios. Mais encore une fois, faites attention à tous ceux qui sont en train de vous faire peur, finalement, parce que pour l'instant, on n'a pas les données. On n'a pas les impacts ou les conséquences réelles des décisions de Donald Trump. Je vous rappelle, les frais douaniers sont entrés en vigueur depuis lundi. Donc, comment en 72 heures vous pouvez juger de l'impact que peut avoir la politique de Donald Trump à l'échelle internationale et à l'échelle des marchés. Je vous ai dit dans les précédentes vidéos, attendez la fin de la semaine pour voir comment les marchés vont peut-être réajuster la chose. Mais voilà, je veux dire, très clairement, Donald Trump, en réalité, il a provoqué une fausse note dans une partition pour voir comment le système va tout simplement absorber les choses. D'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, soyez prudents et suivez l'actualité parce que là, elle est très enrichissante et très intéressante.